La construction de la Jeddah Tower avance bien. Et ce bâtiment sera bientôt le plus haut du monde. Cependant, il y a eu une longue interruption de 7 ans dans sa construction. Après ces 7 longues années, le béton situé sous le 63e étage a parfaitement pris et durci. Que pensez-vous qu'il arrivera à ce bâtiment si les ingénieurs coulent du béton directement dedans et reprennent la construction? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Au bout de 7 ans, le béton situé sous le 63e étage a bien durci et est devenu trop rigide. En revanche, le béton neuf est relativement souple. Sous l'effet du poids supplémentaire des étages supérieurs, celui-ci tend à s'affaisser. Cela signifie que le bord inférieur de la façade vitrée ne bougera pas du tout, tandis que le bord supérieur s'abaissera. Vous pouvez imaginer ce qui risque de se produire. Ce problème ne se pose pas dans une construction classique. Dans ce cas, les bords supérieurs et inférieurs s'abaissent tous deux au même rythme. Le même sort attend également les rails de guidage des ascenseurs. Ce phénomène est connu sous le nom de discontinuité de rigidité. Le principal problème lié à la discontinuité de rigidité est la concentration des contraintes au niveau de l'interface, qui finit par entraîner l'apparition de fissures. Le chef de projet, Ian Norman Miller, a trouvé une excellente solution. Il n'a pas utilisé le même mélange de béton pour les 10 à 15 niveaux suivants. Le nouveau mélange a été conçu avec des additifs spécifiques afin d'imiter la rigidité du béton plus ancien situé en dessous, puis de revenir progressivement à un mélange plus souple à mesure que l'on monte. Des milliers de goujons en acier supplémentaires ont été percés et scellés dans l'ancien béton. Ceux-ci agissent comme des points de suture, cousant physiquement la nouvelle section à l'ancienne base de 250 mètres. De plus, la surface supérieure du niveau 63 a été grattée pour exposer les granulats et des agents de liaison époxy à haute résistance ont été appliqués afin de garantir l'adhérence du nouveau béton à l'ancien. La différence de hauteur entre la Jeddah Tower et le Burj Khalifa est de 172 mètres, mais la Jeddah Tower pèse près du double du Burj Khalifa. Le poids colossal de cet édifice haut d'1 kilomètre est supporté par ces pieux gigantesques. Comme le poids du bâtiment augmente au fur et à mesure de la construction, il est naturel que les fondations s'enfoncent dans le sol. Les ingénieurs acceptent cet affaissement. Ce qu'ils redoutent, c'est un affaissement différentiel. Ce qu'ils ont constaté dans le cadre de ce projet, c'est que le centre du bâtiment s'affaisserait de 120 mm de plus que les autres parties, ce qui représente un affaissement différentiel considérable, avec pour conséquence. Pouvez-vous trouver une solution ici? Pour réduire l'affaissement différentiel, nous devons augmenter la section de ces pieux. J'ai 2 solutions à vous proposer. Augmenter le diamètre ou la longueur des pieux. Les 2 options permettent d'obtenir une section plus importante. Laquelle choisiriez-vous? Si vous optez pour la solution consistant à augmenter le diamètre, un désastre vous attend. Le centre s'enfoncerait encore davantage. Le pieu plus long est la bonne solution. Cela permettrait de sauver la Jeddah Tower. Que se passe-t-il ici? Le problème réside dans la masse. Ces 2 cylindres ont la même surface. Cependant, celui dont le diamètre est plus grand est 2 fois plus lourd. Ce poids plus important au centre entraînera un tassement différentiel encore plus important. C'est pourquoi Thornton Tomasetti, le bureau d'études chargé de la conception structurelle de la Jeddah Tower, a opté pour la solution prévoyant des pieux plus longs. Les ingénieurs ont fait preuve d'ingéniosité. Parallèlement à l'augmentation de la longueur, ils ont légèrement réduit le diamètre de ces pieux. Cela a entraîné une augmentation de la surface, tout en conservant pratiquement le même poids. Ils ont réduit progressivement la longueur des pieux vers la périphérie. Cette fondation sur radier à pieux constitue la colonne vertébrale de la Jeddah Tower. L'ensemble de la structure est construit autour de cette fondation. La forme de la Jeddah Tower ne ressemble à aucune autre structure. Si vous pensez qu'il s'agit simplement d'une pyramide triangulaire, vous vous trompez. Adrian Smith, l'architecte du ciel, est à l'origine de la forme emblématique de ce bâtiment. Découvrez son approche visionnaire de la conception. Observez la transformation d'une simple pyramide triangulaire en la forme finale de la Jeddah Tower. Le secret réside ici dans le fait
que les 3 ailes présentent des angles légèrement différents. Bien que chaque aile conserve une pente uniforme, les légères variations entre elles font qu'elles se rejoignent au sommet à des niveaux différents. Regardez cette animation qui exagère les angles, tandis que la pyramide de base se transforme en l'impressionnante Jeddah Tower, une forme 3D épurée à la fois élégante et unique. D'un point de vue technique, l'avantage réside dans le fait que les saillies asymétriques brisent les schémas de formation de tourbillons. Adrian Smith a également utilisé un système de noyaux étayés similaire à celui du Burj Khalifa pour la Jeddah Tower. Il s'agit d'un noyau contreforté en forme de Higher, une colonne centrale hexagonale soutenue par 3 ailes de renfort. Cette conception en trépied offre une immense rigidité latérale face au vent de haute altitude. À mesure que la tour s'élève, ses ailes s'effilent, perturbant les tourbillons de vent afin de minimiser le balancement. Cette conception présente un grand avantage. Ces colonnes structurelles font en effet office de mur, ce qui réduit le gaspillage de surface utile. Voici une question intrigante pour vous. Pouvez-vous découvrir l'énorme avantage dont dispose le Burj Khalifa par rapport à la Jeddah Tower? Oui, il s'agit de la surface utile. La surface brute du Burj Khalifa est d'environ 300 000 m², tandis que celle de la Jeddah Tower est d'environ 240 000 m². Pour construire un bâtiment de 1000 mètres de haut, les lois de la physique relatives à la force du vent en haute altitude exigent un noyau central colossal. Ce noyau central triangulaire est incroyablement épais et large. La structure centrale est si massive que la surface utile s'est réduite à une bande d'espace relativement étroite. Rappelons que les fondations sur pieux du Burj Khalifa ne descendent qu'à 50 mètres de profondeur. Nous savons que la Jeddah Tower pèse près du double du Burj Khalifa. Le poids considérable du bâtiment implique également que le béton situé dans la partie inférieure de cette tour doit supporter une pression extrêmement élevée, de l'ordre de 115 mégapascales. Rappelez-vous qu'un béton ordinaire ne peut supporter qu'une pression de 28 mégapascales. Vous pouvez imaginer ce qui se serait passé si les ingénieurs avaient utilisé un mélange de béton ordinaire dans cette zone. Le noyau étayé constitue manifestement la colonne vertébrale de la Jeddah Tower. L'analyse des contraintes a révélé un élément essentiel aux ingénieurs. Pour que cette colonne vertébrale fonctionne parfaitement, les poutres de liaison entre le noyau central et les ailes doivent être extrêmement résistantes. Elles sont en effet soumises à de fortes contraintes de cisaillement en raison de la tendance du bâtiment à osciller. Les ingénieurs ont donc dû opter pour le saint graal du béton, l'UHPC. L'UHPC peut résister à des pressions supérieures à 150 mégapascales. Il est composé exclusivement de sable fin et de poudre, telle que la fumée de silice, ce qui permet de créer une matrice dense et homogène. De plus, il contient des milliers de minuscules fibres d'acier à haute résistance ou de fibres organiques, mesurant généralement 13 mm de long. Celles-ci agissent comme un squelette microscopique, liant les particules de béton entre elles. Ce qui est surprenant, c'est que l'UHPC possède une capacité d'auto-réparation. Si une fissure microscopique se forme, les particules de ciment n'ayant pas réagi à l'intérieur de la matrice dense réagissent avec l'humidité de l'air pour former de nouveaux cristaux, colmatant ainsi la fissure avant qu'elle ne puisse s'étendre. Cependant, le coût de ce béton ultra résistant est 10 à 20 fois supérieur à celui du béton ordinaire. En raison du coût élevé de ce matériau, la majeure partie de la Jeddah Tower n'a pas été construite en UHPC, mais en béton à haute résistance. Ce schéma illustre l'utilisation des différents types de béton selon les niveaux. Son Altesse royale, le prince Al-Walid bin Talal Al Saoud, président de Kingdom Holding Company, est l'initiateur du projet. Sa vision était de créer une ville verticale qui servirait de point d'ancrage au développement de la cité économique de Jeddah. Pour le prince, cette tour est un symbole de la puissance économique et de la modernisation de l'Arabie saoudite, destinée à apporter à Jeddah ce que Burj Khalifa a apporté à Dubaï. Son rêve se concrétise peu à peu grâce à ses 3 personnalités clés. Robert C. Sinn, ingénieur en structure en chef, Adrian Smith, architecte principal chargé de la conception, et Ian Norman Miller, responsable des opérations sur le terrain.
Vous pensez peut-être que le pompage du béton n'a rien de particulier. Il suffit de jeter un œil à la section transversale du tuyau utilisée pour le pompage du béton pour vous faire changer d'avis. Ce tuyau a une épaisseur de 20 mm. La raison, la pression à l'intérieur de ce tuyau est 2500 fois supérieure à la pression atmosphérique. Vous pouvez imaginer comment un tuyau normal se comporterait sous une pression aussi extrême. Le béton liquide doit monter à environ 1000 mètres à la verticale. Vous pouvez observer des gaines isolantes autour du tuyau. Le béton n'atteint pas instantanément le sommet. La pompe utilisée pour le transport vertical est la plus puissante au monde, la Schwing SP 8800. Même une fois la pompe mise en marche, il faut environ 25 à 30 minutes pour que le béton atteigne le sommet. Ce transport du béton est lent, environ 0,5 à 1 mètre par seconde. Les gaines isolantes empêchent le béton de prendre prématurément sous l'effet du soleil saoudien. Le béton utilisé pour ce projet est refroidi et exclusivement autoplaçant. Les ingénieurs prévoient d'utiliser une méthode de pompage par relais pour atteindre les hauteurs finales. La pompe principale au sol propulse le béton sur environ 600 mètres, soit jusqu'au niveau 120. Cette étape dure environ 12 à 15 minutes. Le béton est déversé dans une trémie de stockage spécialisée située sur un étage mécanique en hauteur. Une deuxième pompe haute pression récupère le béton frais et le propulse sur les 400 derniers mètres. Cette étape dure encore 8 à 12 minutes. Une question intéressante se pose alors. Que se passerait-il si cette pompe s'arrêtait ? Si le pompage s'interrompt pendant plus d'une heure, les 12,5 tonnes de béton présentes à l'intérieur de la conduite verticale commenceront à durcir. Pour éviter cela, à chaque fin de coulée, on utilise de l'eau ou de l'air à haute pression pour propulser une boule en éponge appelée racleur sur toute la longueur de la conduite de 1000 mètres afin de la nettoyer. Si l'on ne le faisait pas, le béton adhérerait aux parois, provoquant un bouchon permanent. Vous avez peut-être déjà vu la technologie de bétonnage Jumpform utilisée pour la Jeddah Tower. Ici, le coffrage grimpe comme un robot. Une fois que les murs d'un étage ont été coulés et ont atteint une résistance spécifique, des vérins hydrauliques font sauter l'ensemble du système de coffrage, y compris les plateformes de travail, jusqu'au niveau supérieur. Le béton est alors coulé dans la nouvelle cavité du coffrage. Nous l'avons déjà constaté, vous n'avez pas à vous soucier de la présence gênante de poteaux porteurs dans la surface utile de la Jeddah Tower. Le bétonnage de cette tour progresse bien. Cependant, début 2018, la construction s'est brusquement arrêtée alors que la tour comptait environ 63 étages. Ce blocage a été provoqué par un bouleversement politique et financier majeur en Arabie Saoudite. Le visionnaire à l'origine de la tour, le prince Al-Walid bin Talal, ainsi que le président de l'entreprise de construction, le Saudi Bin Laden Group, backer Bin Laden, ont été placés en détention à cette période. Le SBG a dû faire face à une restructuration financière importante et à des changements à la tête de l'entreprise durant cette période. Privés de leurs pleins moyens et de la supervision directe du prince, le chantier est tombé en sommeil. Pendant des années, le monde s'est demandé si la Jeddah Tower allait devenir la plus grande structure inutile au monde. Des grues rouillées trônaient au sommet de la structure et l'acier à nu était exposé à l'air corrosif et salé de la mer Rouge. Après une longue interruption entre 2018 et 2023, le projet a été entièrement relancé dans le cadre de la vision 2030 de l'Arabie Saoudite. La construction bat désormais son plein. La tour a récemment franchi la barre du 100e étage. La question n'est plus de savoir si elle sera achevée, mais quand. La plateforme d'observation de la Jeddah Tower se trouve à une hauteur de 630 mètres. Le prince Al-Walid bin Talal Al Saoud souhaitait qu'un seul trajet en ascenseur permette d'atteindre ce niveau. Supposons que les ingénieurs aient utilisé des câbles en acier traditionnel pour cet ascenseur. Le poids de ce câble à lui seul s'élèverait à 27 tonnes. Rappelons que le poids de la cabine d'ascenseur vide, passagers compris, n'est que d'environ 7 tonnes. Pour soulever une charge de 7 tonnes, il faudrait 27 tonnes de câble. Dans un gratte-ciel traditionnel, dès que la hauteur de parcours de l'ascenseur dépasse 500 mètres, un câble en acier devient si lourd que, pour monter plus haut,
Il faudrait normalement descendre à un hall intermédiaire et changer d'ascenseur, ce qui constitue un inconvénient majeur pour un bâtiment d'1 kilomètre de haut. Découvrez l'ultra-rope de Cône, le saint graal du transport vertical. L'ultra-rope n'est pas une corde au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire constituée de fils torsadés. Il s'agit d'une courroie plate et souple. Son cœur est composé de 4 rubans de fibre de carbone de haute technologie. La fibre de carbone est incroyablement résistante tout en pesant une fraction du poids de l'acier. Ce cœur est recouvert d'un revêtement spécial en polyuréthane transparent. Cela assure l'adhérence nécessaire pour que le moteur de l'ascenseur puisse tirer la courroie sans qu'elle ne glisse. Alors que les câbles en acier pèsent 27 tonnes, l'ultra-rope ne pèse que 1,1 tonne. C'est ainsi que la science des matériaux va permettre à la Jeddah Tower d'atteindre la plus grande hauteur de levage au monde pour un ascenseur unique, 660 mètres. À partir de 2026, l'installation de ces systèmes constituera l'une des priorités de la reprise des travaux. Ces ascenseurs se déplaceront à plus de 10 mètres par seconde. Vous atteindrez le sommet en environ 52 secondes. Il est intéressant de noter que, bien que la tour compte au total pas moins de 252 niveaux, la grande majorité de la structure supérieure est constituée d'une flèche creuse en béton. Le niveau le plus élevé destiné à un usage public ou résidentiel est le niveau 157, situé à environ 630 mètres au-dessus du sol. C'est là que se trouve la plus haute plateforme d'observation au monde. Les niveaux 158 et 159 font techniquement partie du complexe d'observation. Les quelques 370 mètres restants sont consacrés aux installations techniques. Les niveaux 161 à 167 sont d'immenses étages dédiés aux installations mécaniques, électriques et de plomberie. Ils abritent les réservoirs d'eau, les équipements électriques haute tension et les pompes de grande puissance nécessaires pour acheminer l'eau jusqu'au sommet de la tour. Au niveau 167 se trouve une dalle de béton de 4 mètres d'épaisseur, le Skyraft, qui sert de fondation à la flèche en béton. Le Skyraft transfère les charges des parois de la flèche vers le noyau principal du bâtiment, renforcé par des contreforts. La flèche en béton joue un rôle essentiel pour créer cette impression de s'élever jusqu'aux cieux. Tout en haut, la flèche creuse en béton laisse place à une flèche en acier. La partie en béton de la flèche abrite 2 gigantesques amortisseurs harmoniques. Nous reviendrons sur cette partie ultérieurement. Voici une image du Burj Khalifa et de la Jeddah Tower. Pouvez-vous repérer une différence majeure entre ces 2 bâtiments? Oui, la Jeddah Tower est bien plus élancée que la Burj. Pour vous aider à comprendre ce qu'est le rapport d'élancement, voici une image du bâtiment le plus élancé au monde, le 111 West 57e Street, dont le rapport d'élancement est de 24:1. Avec un rapport de 12:1, la Jeddah Tower fait partie de l'élite des structures élancées. Mais voici le problème. Les bâtiments élancés sont sujets au phénomène d'oscillation. Lors d'une journée venteuse, les résidents des étages les plus élevés vivront un véritable cauchemar si le problème d'oscillation n'est pas résolu. La solution, des amortisseurs dynamiques accordés, TBD, Motioneering, la même entreprise à l'origine du célèbre système TBD de la Taipei 101, a proposé une solution d'amortissement en 2 étapes pour la Jeddah Tower. Ces TMD sont de type pendulaire à masse composée et sont situés à l'intérieur de la flèche en béton. Au niveau 206, un amortisseur harmonique de 870 tonnes sera installé, et au niveau 218, un autre de 260 tonnes. Lorsque le bâtiment oscille, ces amortisseurs oscillent dans la direction opposée et activent des amortisseurs visqueux. Ces derniers contribuent à dissiper l'énergie de l'oscillation sous forme de chaleur afin de l'éliminer rapidement. Vous vous demandez peut-être pourquoi les ingénieurs rendent le noyau du bâtiment particulièrement rigide et l'empêchent de se balancer. Car si le bâtiment était trop rigide, une rafale de vent de 190 km/h à 1000 mètres d'altitude provoquerait des fissures dans le béton. Les ingénieurs souhaitent donc que les tours disposent d'une certaine souplesse. La pointe de la Jeddah Tower est conçue pour osciller entre 2,5 et 3 mètres. Même à 500 mètres de hauteur, le bâtiment présenterait une oscillation d'1 mètre. Waouh! L'imposante Jeddah Tower.
Laissez-moi entrer à l'intérieur pour découvrir ce bâtiment. Quoi? Pourquoi je n'arrive pas à ouvrir la porte? Voyons cela. La température de l'air à l'intérieur et à l'extérieur de la Jeddah Tower est indiquée ici. Pouvez-vous repérer un problème majeur? Vous avez raison. L'air à l'intérieur de la Jeddah Tower est artificiellement maintenu à environ 22 degrés Celsius, tandis que la température extérieure dépasse les 45 degrés Celsius. Rappelez-vous que la Jeddah Tower comporte 3 immenses cages d'ascenseurs. Pouvez-vous imaginer l'effet d'une colonne d'air froid aussi longue? L'air froid est lourd et, en raison de la hauteur d'1 kilomètre de la tour, une forte pression s'exerce à la base. Cela signifie que, depuis l'extérieur, vous aurez du mal à ouvrir la porte de la Jeddah Tower. L'air sous haute pression présent dans la colonne d'ascenseur cherche constamment à s'échapper. La haute pression au pied de la tour entraîne donc automatiquement la création d'une dépression au sommet de la colonne d'ascenseur. C'est là que l'air extérieur cherche à pénétrer, ce qui provoque systématiquement un sifflement. Il s'agit d'un problème courant dans les immeubles de grande hauteur, connu sous le nom d'effet de cheminée inversée. La principale solution à ce problème réside dans l'utilisation de portes hermétiques. Vous verrez rarement une porte battante standard à la base de la Jeddah Tower. À la place, d'imposantes portes tournantes et des vestibules high-tech garantissent qu'il n'y ait jamais de passage direct entre l'intérieur et l'extérieur. Jetez également un œil à cette analyse des forces. Même si la pression est élevée à l'intérieur, la géométrie de la porte tournante permet à l'utilisateur de pouvoir l'ouvrir sans avoir à la pousser trop fort. Le système CVC utilisé dans la Jeddah Tower ne sert pas uniquement à climatiser le bâtiment. Il s'agit d'un système CVC à purge active. Les ordinateurs du bâtiment surveillent en permanence la pression au rez-de-chaussée. Si la poussée de l'air froid devient trop forte, le système CVC peut en fait aspirer l'air du hall d'entrée et l'acheminer vers les étages supérieurs afin de rétablir l'équilibre. Nous vous invitons à découvrir ces demeures historiques de Jeddah, les maisons de corail d'Al-Balad. L'humidité élevée, l'air salin et la chaleur de Jeddah ont même corrodé les pierres. Les visionnaires à l'origine de la Jeddah Tower ne souhaitent pas que celle-ci subisse le même sort. Pour surmonter le risque incessant de corrosion propre à la côte de la mer Rouge, la Jeddah Tower utilise un bouclier technologique à 3 niveaux. Un système de protection cathodique à courant imposé sera pleinement opérationnel pour protéger de la corrosion les pieux de ce bâtiment qui sont immergés dans des eaux souterraines salées. La corrosion se produit lorsque les atomes de fer se transforment en ions en perdant des électrons. Dans le cadre de la protection cathodique, on connecte une source d'alimentation externe en courant continu qui injecte en permanence un excès d'électrons directement dans le fer. Cela entraîne un changement de polarité des barres d'armature en acier vers le pôle négatif. Comme il y a une abondance d'électrons autour de l'acier, celui-ci ne peut plus libérer d'électrons libres. Ainsi, la réaction chimique à l'origine de la formation de la rouille est stoppée. Le béton standard est en réalité assez poreux. Pour empêcher le sel d'atteindre la surface, la Jeddah Tower utilise un mélange haute performance enrichi en fumée de silice. Les particules de fumée de silice sont 100 fois plus petites que le ciment. Elles comblent les minuscules pores de la matrice du béton, créant ainsi une densité si élevée qu'il est extrêmement difficile pour l'air ou l'eau salée de pénétrer jusqu'aux barres d'armature. Dans certaines sections, l'enrobage en béton dépasse 75 mm, soit près du double de ce que l'on trouve dans un bâtiment classique. Le troisième rempart, et le plus important, est le système de surveillance de l'état structurel de la Jeddah Tower. Si les niveaux de sel commencent à augmenter à proximité de l'acier, un ordinateur situé au sous-sol du bâtiment alerte l'équipe de maintenance, ce qui lui permet d'ajuster la tension de protection cathodique avant même qu'une seule trace de rouille ne se forme. Le squelette de la Jeddah Tower, avec son noyau en béton à haute résistance, est conçu pour durer entre 200 et 500 ans. Avec sa masse considérable et la grande densité du béton, celui-ci se transforme pratiquement en pierre artificielle au fil du temps. Les ascenseurs, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que la plomberie ont une durée de vie bien plus courte, généralement de 20 à 30 ans. Ces équipements restent opérationnels grâce à un entretien continu. En résumé, les autorités souhaitent que la première tour de 1 km de haut construite par l'homme dure plusieurs siècles.
Avant de partir, n'oubliez pas de soutenir ma chaîne sur Patreon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.